C'est un débat très concret puisque c'est sous la menace grandissante de la Russie et c'est l'Allemagne, n'est-ce pas, Émilie, qui tire la sonnette d'alarme. C'est même un général de division allemand qui met en garde sur le renforcement militaire de la Russie. Pour lui, la Russie s'arme plus que pour la guerre en Ukraine. Alors regardez, celui qui le dit, c'est Christian Freuding, il a 54 ans, directeur du centre de situation de l'Ukraine au sein du ministère de la Défense. Vous semblez bien le connaître. Oui. Moi je le connais, j'étais attaché Défense à Berlin, il était déjà dans les états-majors. Il a été plus jeune, mais je l'ai bien connu, oui. Et voici ce qu'il dit dans le Die Welt. L'armée russe propose de plus en plus de chars, de plus en plus de munitions, de plus en plus de missiles, de plus en plus de drones. La production augmente, les réserves des dépôts augmentent. Il dit que tout ça, ça pourrait représenter une menace militaire sérieuse pour l'OTAN d'ici 2028. Regardez ce qu'il dit. Moscou crée clairement les conditions préalables à une telle attaque. Donc en gros, la poésie, c'est ce que vous nous répétez souvent. Mais c'est que la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, certainement pas. Bien sûr, la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine et aujourd'hui, justement, le rôle de l'OTAN en Europe, c'est l'Ukraine qui joue parce que c'est l'Ukraine qui protège l'Europe contre cette menace russe. Mais en parlant justement de ce que je viens d'entendre, je suis absolument pas d'accord parce que je ne sais pas d'où il sort les chiffres, d'où il sort ces inquiétudes. Parce que quand nous voyons à quel point les Russes sont dépendants aujourd'hui des Nord-Américains, de Nord-Coréens, pardon, et qui amènent... Alors, vous mettez le point sur un point important. On peut pas dire en même temps la Russie va s'écrouler de façon imminente, être exsangue, et en même temps dire elle est dangereuse en 2028, elle pourrait encore être là. Donc qui a raison? C'est ceux qui disent elle est exsangue ou ceux qui disent elle est dangeuse? Non, on parle de choses différentes parce qu'on parle de l'industrie russe qui n'est pas du tout ce qui est dit par ce représentant. Vous croyez que ce régime tiendra encore en 2028? Non, moi je pense pas. Moi je crois que les animaux blessés sont dangereux. Je pense que la date de 2028 est très optimiste. Je pense que dans les... c'est-à-dire que ça me paraît très court. Je veux dire, même le jour où la guerre sera gagnée, il va leur falloir entre 5 et 10 ans pour régénérer leur potentiel militaire. Voilà. Parce que c'est un côté mécanique qu'on peut pas faire plus. Maintenant, Freuding, il est au centre de la machine, là, au BMVG, c'est-à-dire au ministère de la Défense. Je pense qu'il y a un message de politique intérieure à destination d'Olaf Scholz et de la coalition au pouvoir pour continuer à dépenser plus. Je rappelle que les 100 milliards, c'était un seul coup, hein, c'était pas une augmentation du budget. C'était un seul coup avec une échéance qui est en 2027 ou 2028, je crois. Et ensuite, c'est pas forcé d'être renouvelé. Donc je pense que là, Christian Freuding, il se fait le lobbying de l'état-major allemand pour expliquer aux politiques allemands qu'il faut mettre le surmultiplié. Où est la vérité? Parce que là, on est vraiment au cœur d'un débat. Ou bien on pense effectivement que la Russie a les moyens, comme le disent les Allemands, de se préparer à attaquer l'OTAN, ou bien on dit tout ça est du bluff, parce qu'au fond, elle a de la peine à avancer à Pokrovsk, comme on voyait avant, donc elle va certainement pas avancer vers Berlin et vers Paris. On peut pas dire les deux à la fois. Non, et d'ailleurs, les Européens, entre eux, ne sont pas d'accord sur le constat et sur le degré de dangerosité de la Russie. La vérité, c'est que quand M. Scholz dit en 2025, on divisera par 2 le budget d'aide militaire à l'Ukraine, ça veut dire qu'au fond de lui-même, il ne croit pas que l'armée russe soit capable d'envahir l'Ukraine et ensuite d'arriver jusqu'à Berlin. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas. Mais c'est surtout on ne le sait pas. Et donc nous avons, là où Dieu sait que le principe de précaution est mortifère dans un certain nombre de domaines, mais en matière de défense, c'est le premier devoir d'un État, c'est de prévoir le pire. Donc, sachant que le risque existe, même s'il n'est pas avéré, moi j'ai un doute personnellement que la Russie puisse s'attaquer à un pays de l'OTAN. Les conséquences seraient telles qu'à mon avis, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il n'empêche que si effectivement les Russes continuent à s'armer et qu'ils s'arment davantage de ce dont ils auraient besoin pour l'Ukraine, ça veut dire que nous, de notre côté, on n'a pas le choix. Il faut qu'on se prépare. Comment expliquer cette incertitude? Quand on lit les mémoires de De Gaulle, il y a ces pages incroyables où il va voir Léon Blum dans les années 30 et il lui dit attention, c'est très dangereux ce qui se passe, il faut qu'on nous réarme, etc. Et Léon Blum, il est au téléphone, il est occupé, il ne prend pas ça au sérieux. Léon Blum, c'est le premier qui a augmenté le budget de la défense en 1936. Voilà. Alors ça, je dirais, c'est une des réalisations de l'Assemblée du Front Populaire, c'est que jusque-là, on diminuait les budgets et que 1936, on a commencé à les remonter, mais beaucoup trop longtemps. Est-ce qu'il est possible que l'aveuglement qui a eu lieu dans les années 30 se renouvelle? C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas le degré de danger qui existe aujourd'hui en Russie? Alors, honnêtement, c'est pas facile d'avoir parce que c'est du renseignement, hein, donc il y a des analyses différentes. Il y a un danger russe
clair puisqu'il est affirmé. Ils ont déjà engagé un conflit et ils nous asticotent un peu et sur l'ensemble des terrains. Après, on voit qu'ils ont une capacité à produire en obus, c'est ce que je vous disais, en bombes planantes et en drones, de quoi alimenter leur front. On voit que c'est plus difficile dès qu'on arrive sur des choses, des systèmes complexes de type char, défense aérienne, etc. Où là, il faudrait quand même que, après la guerre, ils remontent en puissance. Le problème, en fait, c'est pas trop maintenant, parce que par ailleurs, c'est ce que disait Alla, les Ukrainiens, entre guillemets, consomment ce que produisent les Russes en les engageant dans le combat. Le risque, en fait, serait que gel de la situation, la guerre s'arrête, les Russes continuent de produire, et là, continuent de mobiliser, de produire à 6%, 10% de leur budget, et que nous, on se dise, oulala, ça y est, l'affaire est réglée, il n'y a plus de guerre, et que là, nous, on met à nouveau un coup de frein au lieu de continuer l'accélération. Oui. Et par ailleurs, la deuxième, et je finis, je m'excuse, l'hypothèse la plus travaillée par les états-majors, c'est pas l'entrée des chars russes sur les Champs-Élysées. Ça sera plus de la guerre indirecte. On n'est pas sur un modèle où ils vont attaquer l'OTAN avec des divisions blindées. Alors, voilà. Pour répondre à la question de la naïveté, alors Darius, on n'est plus en 36. En 36, on pouvait être encore naïf. On est en 39. Parce que là, l'Allemagne a envahi la Pologne. C'est ça. Et donc, la guerre, on sait qu'il bluffe pas, on sait qu'il l'a fait, on sait qu'il dépense 40, 30, je sais pas combien de son PIB aujourd'hui pour pouvoir, 10% de son PIB pour pouvoir mener sa guerre, qu'il a un budget, je sais pas combien, de 120 ou 130 milliards de dollars, alors qu'il en avait 60 milliards au début de la guerre, donc on sait qu'il bluffe pas. Après, si vous voulez, c'est de la mécanique d'état-major. Quand on dit, jeudi, il sera pas capable avant d'eux, il va forcément. Moi, je ne crois pas qu'il bluffe. Simplement, même s'il gagne la guerre, il va avoir un moment où il va devoir refaire son appareil militaire et ça ne peut pas se faire en 3 secondes. Donc, il va falloir qu'il remette en marche. Ça va demander quelques années. Aux Ukrainiens, etc. Mais justement, c'est ces quelques années qu'il faut mettre à profit sans délai pour pouvoir réaffirmir notre appareil de défense. Et c'est pour ça aussi qu'il veut le Donbass. Parce que s'il prend le Donbass, il prend des mines, il prend de la sidérurgie, il prend des usines, et donc il pique. En fait, il va aller voler à l'Ukraine de quoi reconstruire son armée pour la suite. Et ça aussi, c'est un sujet. Vous oubliez quand même aussi l'élément important de cette menace russe, c'est quand même l'armement nucléaire, parce que ça marchait jusque-là. Qu'est-ce qui vous dit que, par exemple, s'il ne va pas tout de suite envoyer les chars quelque part sur les pays baltes, qu'il va détruire d'abord le gouvernement en place, il va installer les gouvernements hybrides un peu pro-russes, etc., pour après tout simplement rentrer sur le territoire de ces 3 pays baltes, installer son armée et après dire si quelqu'un de l'Europe bouge, je vais vous envoyer les armements nucléaires sur la tête. C'est ce que a arrêté les Américains, a tenu les Américains pour ne pas aider les Ukrainiens pendant 3 ans. Et qu'est-ce qui va changer au bout de je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, dans cette situation? C'est le scénario le plus probable. Justement, c'est ça le problème. C'est un régime qu'il faut absolument affaiblir de tel point qu'il soit plus capable ni produire, mais même dans 10 ans, dans 100 ans, que économiquement parlant, qu'il soit détruit. Il faut écouter Alain, si c'est le cas, est-ce que c'est une erreur ce que fait Trump de vouloir maintenant donner du temps? Parce que s'il y a une négociation, effectivement, la Russie aura du temps. Trump, c'est pas sa guerre. Point. Voilà. C'est pas ça. Peut-être qu'il va comprendre. C'est en Europe, c'est loin, etc. Maintenant, il ne peut pas se permettre d'avoir une débâcle sur le plan diplomatique alors qu'il vient d'entrer en fonction. Donc, il a besoin de résultats concrets. Mais réellement, c'est pas sa guerre. Mais le problème central, c'est quand même les garanties de sécurité après pour l'Ukraine. Enfin, je veux dire, cette guerre-là. Écoutez le président Zelensky, parce que c'est très intéressant de voir lui comment il évalue, disons, le degré de danger actuel de la Russie et sur l'ampleur de l'armée russe qui, selon lui, a augmenté depuis le début de la guerre. Si Poutine a porté son armée à plus de 600 000 hommes, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? S'il n'y a pas de solide garantie de sécurité pour l'Ukraine, ni l'OTAN, ni aucun autre contingent militaire, pas d'armes à longue portée sur le territoire de l'Ukraine. Qu'en pensez-vous? Et si Poutine revient? Il reviendra certainement avec une armée 10 fois plus importante qu'en 2022. Parce qu'elle est déjà presque 4 fois et demi plus grande. Voilà, vous avez entendu ce qu'il dit, hein.
4 fois plus grande. Il dit que l'armée russe d'aujourd'hui serait 4 fois plus grande. Alors, comment expliquer qu'on se soit trompé à ce point? C'est qu'il a mobilisé. On avait dit l'armée russe va se défaire, l'armée russe va se déliter, et maintenant on a l'homme le mieux informé. Franchement, je pense que c'est un des hommes les mieux informés qui dit au contraire l'armée russe est plus puissante aujourd'hui qu'elle n'était en 2022. Ah oui, elle était à 200 000. Elle était à 200 000 au moment de l'opération, elle est à 700 000 aujourd'hui. Donc c'est la mobilisation, c'est la grosse mobilisation. Donc ça n'est que de la chair à canon. C'est la pas que. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que l'Occident a donné le temps à l'armée russe, a donné le temps à Poutine de se remobiliser, de se réorganiser, de s'améliorer. Et c'est tout ça parce que l'Occident n'a pas voulu soutenir l'Ukraine depuis 2022, en tout début de la guerre. C'est-à-dire que ça a été insuffisant, l'aide a été insuffisante. C'était pas qu'insuffisant, c'était même pas assez du tout, parce que les Ukrainiens n'ont même pas les avions. Pourquoi Mais la France a donné assez, elle. Non, mais la France n'a rien donné. En fait, la France a donné beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde, de tous ceux qui ont donné. Il ne faut pas quand même après, parce que je reçois, vous savez, partout, on me dit, les ingrats, les Ukrainiens sont les ingrats. Non, nous remercions tout le monde pour toute l'aide qui nous a été donnée. Mais il faut savoir que cette aide est insuffisante, ni aujourd'hui. Si ce qu'on a aujourd'hui était donné en 2022, cette guerre serait déjà finie et la Russie n'aurait jamais pu ni reconstruire son complexe militaire. Alors, la question cruciale, est-ce que l'Europe, est-ce que la France peut prendre la relève des Américains? Est-ce que les Américains ne donneront plus? Est-ce que la France peut donner? On n'a pas les moyens tout seul de prendre la relève. On fournit, l'Europe tout compris, fournit à peu près la moitié de l'aide. C'est ce qui est pas mal, mais n'empêche que financièrement, y compris l'aide économique et l'aide militaire, etc. Mais les Américains fournissent plus d'aide militaire que n'en fournit l'Europe, simplement pour des problèmes de capacité industrielle, parce qu'on n'est pas en économie de guerre. Et donc demain, si les Américains se retirent, il manque 50% du trésor de guerre. Donc on a un vrai problème. La guerre, on n'est pas capable de suppléer, je dirais, le défaut américain aujourd'hui. Mais les Américains ne sont pas encore partis. Voilà. Cela dit, les Américains suspendent pour 90 jours l'aide d'État, notamment à l'Ukraine, pas seulement à l'Ukraine. Non, il n'y a pas d'aide. L'Ukraine n'est pas concernée par cette suspension parce qu'il s'agit de l'aide du Congrès, et l'aide de Congrès pour l'Ukraine a été complètement consommée par les Ukrainiens. Il y a encore le fonds présidentiel de 4 milliards à peu près qui est resté, mais là on n'a pas de résultat. Et cette décision de suspendre de l'aide pour 90 jours ne concerne pas les 4 milliards, ni les aides qui vont venir. Sauf que vous avez face à vous une administration avec Donald Trump et avec J.D. Vance qu'on tente d'oublier, enfin qu'on a l'habitude d'oublier face à Elon Musk, mais qui est quand même vice-président investi désormais, qui sont extrêmement opposés au fait que les taxpayers américains, vraiment les contribuables américains, dépensent encore un seul dollar pour une guerre, encore une fois, qui n'est pas la leur. Qui n'est pas la leur et qui n'est pas leur priorité. Les premières choses on le voit faire, c'est l'IA, c'est l'immigration. Les Américains, c'est pas leur priorité, c'est clairement pas leur priorité. Ils le voient pas comme leur guerre. Est-ce que pour des raisons internes, ils vont pas lâcher parce que peut-être cette question de la Russie va devenir très importante en termes de compétition, mais la guerre en Ukraine pour eux n'est pas leur priorité. Écoutez la télévision russe qui chauffe les esprits parce qu'il y a non seulement, comme le dit Zelensky, ce surarmement russe, mais il y a évidemment une propagande qui conforte les esprits en Russie sur le fait qu'ils sont ennemis de l'OTAN. J'ai souvent montré ces plaques depuis la libération de Mariupol. Celle-ci vient de Kourakové. Nous les ramenons de partout pour nous en souvenir. Je vais la placer joliment ici. Quant au comportement de l'ennemi, qu'il se prépare. J'apporterai ces plaques de Berlin et Paris. Je ne pourrai pas en apporter de Londres, je ne maîtrise pas encore les sports sous-marins. Par conséquent, moi et mon camarade général n'irons probablement pas assez profond pour enlever la plaque. Alors cette espèce de fanfaronnade, évidemment... C'est pas la première fois qu'il le dit, mais c'est vrai que là, ça résonne particulièrement. Est-ce que l'opinion en Russie finit par être déterminée par ça ? L'opinion en Russie n'est pas déterminée parce que ce qui les intéresse, c'est surtout l'argent. Ils font cette guerre parce que c'est bien payé et comme ils n'ont pas ni travail ni l'argent, donc ça c'est une solution pour survivre et même s'enrichir. Donc c'est la seule chose qui les fait partir à cette guerre. Ils n'ont absolument pas aucune idéologie. Guillaume Roquette. C'est tellement caricatural, tellement outrancier et surtout tellement répétitif que je pense que les Russes ont dû finir
comprendre que les prédictions de ce monsieur n'étaient pas très justes. Vous vous souvenez, il voulait vitrifier l'Europe, il voulait aussi balancer une bombe tellement forte que le Royaume-Uni allait être submergé par une espèce de gigantesque tsunami. Il me semble que ce genre de show fait apparaître par contraste Vladimir Poutine comme quelqu'un de raisonnable, de modéré, de responsable, et que peut-être que c'est à ça qu'ils servent. C'est-à-dire que ce sont peut-être les bouffons, les fous du roi, pour que le Poutine, par contraste, apparaisse comme quelqu'un de finalement assez fréquentable. L'échauffement nationaliste. Souvenez-vous Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre. Pendant des siècles, en France, en Allemagne, on vivait dans l'idée de l'ennemi héréditaire. Il y a un certain nombre de Russes qui considèrent que l'OTAN est à leur porte. Et on a entendu d'ailleurs le président Trump qui allait encore alimenter ce moulin. Oui, mais ils sont pas arrêtés de se tirer des balles dans le pied quand même depuis la fin de la guerre froide. Je veux dire, donc oui, il y a un complexe obsidional quand on regarde le monde de la Russie, ils sont encerclés de partout. À l'Arctique, il y a le Canada et le Groenland, les États-Unis de l'autre côté. À l'Ouest, il y a l'OTAN. À l'Est, il y a les États-Unis. Donc il y a un complexe occidional qui alors qu'ils sont le pays le plus grand du monde, un complexe dont ils n'ont jamais réussi à se défaire. Donc effectivement, moi je pense que ça ne changera pas. Mais là, il y a une provocation, une pitrerie de Soloviev tel qu'on le connaît. Je crois qu'il faut le laisser à Soloviev. Je suis assez d'accord avec l'analyse de Guillaume, c'est-à-dire que par contraste, Vladimir Poutine n'emploie jamais. Medvedev l'emploie aussi ce genre de choses. Comme Pouchkine qui est à la Douma l'emploie aussi. Mais Vladimir Poutine a toujours un discours plus raisonnable.